Bienvenue dans Talk Afrique sur Médian TV Afrique. Merci d'être avec nous. Les relations sino-africaines au menu de ce nouveau numéro. 2 jours après le Sénégal, le président chinois Xi Jinping s'est rendu le 23 juillet au Rwanda avant de rejoindre l'Afrique du Sud. Le lendemain, le président chinois va boucler sa tournée d'une durée de 9 jours par une visite amicale à l'île Maurice prévue vendredi prochain. Depuis 2009, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de plusieurs pays africains, donnant ainsi le pied à certains pays occidentaux. Et qu'est-ce qui explique cette forte présence chinoise sur ce continent? Quel est l'enjeu principal de cette visite en Afrique? Pour en parler, nous aurons le plaisir de recevoir sur ce plateau Mamadou Ndiaye, vous êtes journaliste économique, merci d'être avec nous. Et moi aussi, merci Abdoulaye d'être justement sur votre plateau pour ce sujet. Alors, avec nous également sur ce plateau, Dr Ibrahima Khalil Niang, vous êtes le directeur exécutif de l'Institut Afrique-Asie au Sahel, mais vous avez également été chercheur associé au CODESRIA dans le programme Chine-Afrique. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue. Tout le plaisir est pour moi de répondre à votre invitation. Alors, avant d'aller dans le vif de ce sujet d'actualité qui cristallise encore les attentions, nous allons vous proposer quelques moments forts de cette tournée africaine du président chinois Xi Jinping. Et c'est avec Amadou Sabraba. Regardez. Une première visite officielle à l'étranger après sa réélection en mars dernier, le président de la République populaire de Chine a choisi l'Afrique. Xi Jinping semble consolider par cette mini-tournée africaine le rôle de premier plan que son pays compte jouer sur le continent dans plusieurs domaines géostratégiques, notamment économiques, politiques et agricoles. D'abord, l'Afrique de l'Ouest, au Sénégal plus précisément, les deux présidents ont encore témoigné la signature d'une dizaine d'accords de coopération dans le cadre d'une trentaine de programmes terminés ou projets en cours. Ce qui fait de la Chine le premier investisseur au Sénégal avec plus de 1200 milliards de francs CFA depuis 2005, date de la restauration des relations diplomatiques. Au Rwanda, des projets de rénovation d'hôpitaux et une autoroute entre Kigali et son nouvel aéroport international sont en vue. En Afrique du Sud, Pékin a décidé d'investir 14 milliards de dollars dans différents secteurs, dont le développement des infrastructures, l'économie des océans, les finances, entre autres. La Chine est notamment venue au secours de plusieurs entreprises publiques sud-africaines en difficulté. La Chine entend de fait financer de nouveaux projets afin de renforcer ses liens économiques avec le continent, dont elle reste le premier partenaire depuis 2009. Cette tournée se tient également en prélude du prochain forum sur la coopération Chine-Afrique qui se tiendra en septembre prochain à Pékin. Un récit de Amadou Sabarba. Alors, docteur Ibrahima Khalil Niang, on va commencer par vous. Le Sénégal, le Rwanda, l'Afrique du Sud et puis l'île Maurice où il va faire une escale. Dans le cadre de cette tournée, le président chinois Xi Jinping, je veux dire, qu'est-ce qui explique selon vous le choix de ces pays d'Afrique où il s'est rendu? Merci tout d'abord de l'invitation que vous avez bien voulu nous faire pour faire le bilan de la tournée africaine du président chinois Xi Jinping. Si nous regardons bien en fait les catégories de pays qui font l'objet de cette visite, ces pays sont particularisés un peu par leur petitesse sur le plan en fait géographique. Par exemple, si vous prenez le Sénégal, le Rwanda, l'Afrique du Sud quand même. Bon, l'Afrique du Sud, ce n'est pas une visite, c'est un sommet. En fait, c'est le sommet des BRICS qui l'amène à venir en Afrique du Sud. Ce n'est pas une visite en tant que telle. Donc, les pays que le président chinois a visités, il a d'abord commencé par les Émirats arabes unis, qui sont connus pour être véritablement un pays avec une superficie véritablement qui n'est pas importante. On a le Sénégal qui a une superficie aussi qui n'est pas grande. Vous avez le Rwanda qui aussi a une superficie qui n'est pas grande. Qu'est-ce que nous retenons si nous analysons bien en fait la nature de ces différents pays? Les Émirats arabes unis sont considérés comme étant un groupe de pays qui regorge des potentialités sur le plan des ressources minières et énergétiques assez importantes avec la production pétrolière,
ça, c'est un indicateur à prendre en compte dans cette visite-là. Vous avez le Sénégal qui, auparavant, était vu simplement sous l'angle géostratégique et non géoénergétique. Aujourd'hui, il y a une dimension géoénergétique à prendre en compte dans cette visite au Sénégal. Donc ça, c'est la nouveauté. L'autre aspect, pour finir en fait avec ces différents pays-là, c'est le Rwanda qui est en train de faire des réformes majeures sur le plan industriel, avec un écosystème très favorable pour les entreprises étrangères, particulièrement les entreprises chinoises. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Rwanda est érigé comme un élève modèle sur le continent africain, et cela traduit un peu, à mon avis, une forme de rupture dans l'approche diplomatique de la Chine, parce que très longtemps, c'était une approche diplomatique qui est basée sur en fait, la diplomatie du profil bas. Il faut aller à l'étranger, mais en ne s'exposant pas au soleil. C'était ça en fait les préceptes confucéens qui articulaient la diplomatie chinoise. Ces préceptes confucéens ont été développés par Deng Xiaoping. Jiang Zemin s'en est approprié avec le concept d'ascension pacifique. On retrouve quelques aspects de ces préceptes-là dans la politique de Hu Jintao avec la société harmonique où on se développe. On n'a pas de visée hégémonique, on ne va pas vers la compétition, on laisse le développement se poursuivre, les réformes qui ont été enclenchées depuis 1978 se poursuivre et amener la société chinoise à une certaine prospérité et ne pas avoir des visées beaucoup plus larges sur le plan des relations internationales. La rupture, c'est à ce niveau. Aujourd'hui, avec le président Xi Jinping, c'est une rupture qui est fondamentale dans les relations internationales parce que pour lui, il n'y a pas de petites affaires dans les relations internationales. Il faudrait que la Chine s'impose à ce niveau-là et c'est la raison pour laquelle un certain nombre de pays qui ont un rayonnement diplomatique en Afrique mérite d'être visité, et c'est le cas du Sénégal, parce que c'est ce qui a fait qu'auparavant, le Sénégal était analysé comme un pays ayant un rayonnement diplomatique. On reviendra surtout sur le cas du Sénégal bien précis. En attendant, Mamadou Ndiaye, l'enjeu principal de cette visite, parce qu'on a remarqué une forte présence chinoise sur le continent. C'est quoi l'enjeu principal de cette visite du président chinois, parce que c'est la toute première dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, tels que le Sénégal? Mais la quatrième en Afrique, depuis qu'il est au pouvoir, lui, Xi Jinping. Regardez par où il est passé. Il est entré en Afrique par l'Ouest, il a fait le centre, ensuite il a fait le sud, et il repart de l'Afrique justement par l'Est. C'est dire que du point de vue justement de la géostratégie, on comprend un peu quelle est la bonne lecture qu'il faut faire, disons, de ce périple du président chinois. Ça, c'est un aspect. Le second aspect maintenant, c'est que désormais, ils ont un regard beaucoup plus serein, une certaine lucidité d'appréhension justement des problématiques de l'Afrique. Et ensuite, il se trouve qu'il y a une nouvelle appétence, n'est-ce pas, d'influence de la Chine sur le continent africain, et il ne s'en prive même plus pour le dire. Il ne s'en cache même plus pour le faire. Donc, un positionnement géostratégique, une réelle volonté justement d'assurer justement une influence réelle. N'oubliez pas justement que la Chine est présente à Djibouti par le biais justement d'une base militaire qui a été inaugurée le 1er août de 2017. Donc l'année dernière, c'est probablement dans quelques semaines donc l'anniversaire. Et puis ensuite, le monsieur qui arrive en Afrique n'est pas n'importe qui. Parce que le président chinois, il est considéré comme un prince rouge. Enfin, il appartient à cette tendance qui est caractérisée comme étant justement celle des princes rouges. Qu'est-ce que ça veut dire les princes rouges? C'est eux, à l'intérieur justement du PCUS, du Parti communiste chinois, qui sont considérés comme étant les tenants d'une ligne d'ouverture. Mais en même temps aussi d'un ancrage d'abord économique à l'intérieur, avant maintenant de considérer le moment venu pour la Chine donc de s'ouvrir, et en même temps aussi de reconsidérer un certain nombre de préceptes à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un certain nombre de domaines économiques, lui, j'arrive pas d'ailleurs à prononcer son nom, mais Xi Jinping, considère qu'il y a un certain nombre de domaines économiques qui nécessitent au moins aujourd'hui qu'il y ait une main levée de l'État.
c'est les télécommunications, c'est la finance, c'est dans une moindre mesure l'agriculture et les services. Donc, en décidant de libérer à l'intérieur justement ces secteurs-là, c'est pour permettre justement aux entreprises ou bien aux opérateurs économiques ou bien aux hommes d'affaires chinois de pouvoir aller à la conquête donc d'autres horizons. Et de ce point de vue, donc, Xi Jinping est arrivé avec au moins plus d'une centaine d'hommes d'affaires. Donc ça montre un peu l'indicateur, n'est-ce pas, du projet chinois en Afrique. Mais au-delà de ça, c'est que la Chine est aujourd'hui pour l'Afrique regardée comme justement les yeux de Chimène. Il ne manquerait sans doute plutôt que Rodrigue, n'est-ce pas, pour donner donc à la pièce amoureuse une certaine passion. Les Africains sont passionnés de Chine, ils veulent découvrir, et le professeur l'a rappelé tout à l'heure, mais ils veulent découvrir donc aujourd'hui les nouveaux avatars qui permettraient à l'Afrique de se soustraire des soucis qui ont été causés par l'Occident pendant des décennies. Quels soucis, vous voulez dire En fait, toutes les politiques de développement qui ont été préconisées justement par l'Occident n'ont été justement que des invariants d'une logique de domination. Et ensuite, à l'arrivée, plus de 4 décennies, plus de 5 décennies aujourd'hui, les Africains, notamment les jeunes qui sont beaucoup plus impatients que les générations précédentes, ne voient pas des résultats très probants en ce moment. Et du coup, eux, ils pensent qu'il faut changer donc de perspective, donc changer de fusil d'épaule et regarder maintenant du côté de la Chine qui, elle, n'est pas regardante sur les préceptes ou les conditionnalités que posait justement l'Occident. Et de ce point de vue maintenant, la Chine également a une lecture plus intéressante. Elle dit qu'elle humanise ses rapports avec l'Afrique, qu'elle est elle-même issue donc d'un passé colonial qu'elle a vécu. Et de ce point de vue-là, il y a une affinité avec l'Afrique, mais elle a eu à faire au moins un aggiornamento, la Chine. Elle s'est repliée sur elle-même à un certain moment, quand bien même justement dans les années 49-50, quand la Chine justement a mené sa révolution, elle était présente en Afrique du point de vue idéologique. Après, il y a eu un repli identitaire sur le continent, sans doute pour réorganiser donc la Chine à l'intérieur. Les dirigeants chinois ont considéré que c'était une nécessité. Et après, il y a eu un retour de la Chine en Afrique, qui coïncidait avec justement l'affaiblissement des programmes d'ajustement structurel parce qu'ils étaient contestés sur l'ensemble du continent. Et donc, des générations de plus en plus nombreuses à l'échelle du continent commençaient donc à contester les politiques justement du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. Alors, docteur Khadignan, l'Afrique qui n'a pas des conditionnalités ou des conditions à poser à la plupart des pays africains, contrairement à certains pays occidentaux, je dis de façon beaucoup plus concrète, quelle est la nature des relations sino-africaine, ou si vous voulez, entre la Chine et l'Afrique? Bon, si nous cherchons à décrypter un peu la nature de ces relations-là, il y a plusieurs indicateurs de mesures qui permettent un peu de pouvoir en fait mesurer ces relations-là. Mais il faut savoir, comme l'a souligné en fait M. Ndiaye, c'est qu'il y a une période où dans le microcosme intellectuels européens ou des africanistes, des auteurs qui travaillaient sur la question africaine, on parlait d'une fatigue d'Afrique. C'est-à-dire que l'Afrique véritablement n'a plus d'avenir et que les gens se fatiguaient en fait à continuer à accompagner les pays africains dans leurs efforts de développement. Alors il arrive un moment où véritablement la Chine arrive sur le continent et participe un peu à permettre aux pays africains de pouvoir sortir de ce dictat des institutions internationales et d'un certain nombre de pays qui conditionnaient un peu l'aide et les investissements dans ces différents pays-là, en servant d'alternative aux pays africains. Donc, quand la Chine commence à servir d'alternative aux pays africains, on va se rendre compte qu'il va y avoir une sorte d'appétit, des appétits qui vont être aiguisés un peu sur le continent africain, parce que la Chine va remettre en selle le continent africain, qui passe ainsi d'un continent, en quelque sorte, qui était à la dérive, vers un continent qui fait l'objet de toutes les convoitises. Et à partir de ce moment, la Chine met en place un certain nombre de dispositifs pour encadrer dorénavant sa coopération avec les pays africains, avec la mise en place du FOCAC, c'est-à-dire le Forum de coopération Chine-Afrique qui a été mis en place à partir de 2000. Est-ce que cette coopération est basée sur des rapports gagnant-gagnant, ou qu'est-ce que l'Afrique, ou quels sont fondamentalement les impacts réels économiques, du point de vue économique sur le continent avec cette percée, cette présence chinoise sur le continent? Il y a eu des impacts réels, il y a eu des impacts très significatifs, parce que les différentes infrastructures
qui vont prendre forme sur le continent africain avec l'arrivée de la Chine sur le continent. Si vous faites le bilan, ces infrastructures n'existaient pas avant l'arrivée des Chinois. Il a fallu aujourd'hui que les Chinois arrivent sur le continent, entretiennent des formes de coopération avec ces différents États pour qu'un certain nombre d'infrastructures puissent être construites sur le continent. Donc ça, c'est un acquis principal. Si vous prenez un certain nombre de pays qui sont riches en ressources minières et énergétiques, comme la République démocratique du Congo, vous prenez l'Angola, même si le modèle a été critiqué, parce que c'est un modèle entre infrastructure contre échange de ressources, il est clair que ces pays ont eu des ressources minières énergétiques pendant très longtemps et n'ont pas bénéficié de ces ressources-là parce qu'ils n'ont pas eu ces ensembles d'infrastructures, je vais nommer des hôpitaux, des universités, des autoroutes, des centres de santé qui ont été construits à ce niveau-là. Si vous allez en Angola, si vous allez en République démocratique du Congo, ou bien même au Congo, où pendant très longtemps, ce sont des multinationales étrangères venant des puissances traditionnelles qui opéraient à ce niveau-là, sans pour autant leur permettre d'accéder à une certaine technologie. Vous pouvez prendre l'exemple d'un pays comme le Niger. Okay. Là, c'est clair, Dr Ouali, en termes d'impact réel, vous avez cité des infrastructures. Alors, la question que j'ai envie de poser à Mamadou Ndiaye, dans le cadre de ces tournées, parce qu'au Rwanda, où également il s'est rendu, le président Paul Kagame, qui est également présent à l'exercice de l'Union africaine, s'est érigé en promoteur, en faisant comprendre qu'aujourd'hui la Chine est le seul partenaire qui puisse traiter d'égal à égal avec le continent. Alors, les commentaires que vous feriez de ces propos? Oui, d'abord, je me méfie un peu des emportements très enthousiasmants d'un certain nombre de chefs d'État. Il est bien évident qu'à un moment donné, tous les chefs d'État étaient à bout de souffle, n'est-ce pas, du point de vue de leur rapport avec l'Occident. Et du coup, quand la Chine est apparue, tout le monde a pensé qu'effectivement c'était l'Eldorado, et donc on a, semble-t-il, voulu donc déplacer le curseur vers la Chine. Mais prudence, pour une raison très simple. La Chine a une lecture bien précise de ses ambitions et de ses intentions en Afrique. Si vous regardez aujourd'hui les infrastructures dont a parlé justement le professeur, il y a une cohérence, n'est-ce pas, dans l'édification des infrastructures en Afrique. C'est-à-dire que quand la Chine construit dans un pays une infrastructure, disons une méga-infrastructure, elle est en réponse à une autre infrastructure bâtie dans un autre pays. C'est-à-dire que quand vous regardez justement toutes ces infrastructures, elles se relient, mais disons du point de vue visuel, ça ne se perçoit pas. Mais en tout cas, du point de vue justement de leur déploiement et du surgissement de toutes ces infrastructures, tous les pays se reconnectent. La ceinture de la soie. Comment on appelle ça, la route de la soie, c'est déjà une invention. Et ensuite, il y a derrière ce projet, il y a un aspect culturel très fondamental. Parce que les Chinois disent que les Africains sont très attachés à leur culture. Eh bien, eux, ils viendront également pour davantage consolider ces acquis culturels et permettre à l'Afrique d'être digne et fière justement de son passé culturel. Mais mieux, ce qui a le plus permis à la Chine de rebondir en Afrique, c'est une conjonction de facteurs assez intéressants. D'abord, il y a eu en 2008 la crise financière en Occident, notamment sur la crise monétaire. Vous vous rappelez effectivement qu'à ce moment-là, maintenant les classes moyennes africaines, les élites africaines commençaient à disculper un peu, plutôt à inculper disons l'Occident, en disant vraiment qu'ils ont tout essayé, mais rien de probant. Et la Chine, qui était déjà une puissance économique, a commencé à montrer également des relents de puissance financière, en disant, mais écoutez, nous pouvons peut-être, sans conditionnalité, intervenir en Afrique et permettre donc à certains pays qui sont exempts du point de vue de l'économique de souffler un peu. Et là, la délégitimité donc, de l'Occident a permis à la Chine de retrouver justement une certaine légitimité et de s'imposer dans un certain nombre de pays. J'étais journaliste en exercice quand la Chine est arrivée pour proposer à l'Union africaine de bâtir un nouveau siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Eh bien, tout de suite, c'était un tonnerre d'applaudissements dans la salle dans laquelle j'étais. Mais chemin faisant, je me suis rendu compte qu'en vérité, cet enthousiasme-là cachait une réelle volonté de la Chine donc de s'imposer comme un interlocuteur. Rappelez-vous justement de la troisième voie. Quand ils ont dit nous nous écartons de l'Union soviétique et nous nous écartons également de la voie occidentale, c'était pour préconiser une troisième voie qui permettait donc à un certain nombre de pays africains d'avoir justement un bol d'air. Mais bon, bref, pour tout ça, il y a deux choses. D'abord, une volonté d'influence
qui est manifeste chez le président chinois. Et deuxièmement, il recherche justement des relais de croissance. Parce que n'oubliez pas que la bataille qui va s'engager maintenant entre les deux superpuissances, c'est une bataille, disons, de positionnement sur des aires géographiques qui sont très stratégiques et l'Afrique en est une. Alors, très rapidement, Dr Khalignan, sur le plan géopolitique et géostratégique, qu'est-ce que l'arrivée de la Chine a changé sur le continent? Bon, qu'est-ce que l'arrivée de la Chine va changer sur le continent? Déjà, comme je l'ai dit, à partir du moment où la Chine arrive de nouveau sur le continent africain, il va y avoir des études qui vont être menées en Europe, un peu partout. Le Sénat français, ils vont essayer de pondre, ils vont pondre des rapports. Ils l'ont fait déjà. Oui, donc pour montrer un peu l'importance de l'Afrique par rapport en fait à leur survie. Ce qui fait que l'Afrique aujourd'hui se retrouve à un niveau beaucoup plus élevé sur le plan géostratégique. Donc c'est-à-dire que l'Afrique aujourd'hui est en fait une terre où il va y avoir en fait une rivalité de pouvoir et de positionnement des puissances étrangères et internationales. Et parmi ces puissances-là, vous avez la Chine, vous avez aussi ces anciennes puissances qu'on pense qu'elles sont parties, alors que dans les faits, elles ne sont pas parties. Elles sont très présentes sur le continent africain d'un point de vue des exportations des ressources. Assez souvent, il y a la critique facile qui est faite aux Chinois en disant qu'ils viennent en Afrique pour les ressources minières énergétiques. Mais si vous regardez bien la balance... Fondée cette critique, elle ne va pas poser un gros d'étranglement au certains pays d'Afrique. En fait, le débat n'est pas encore tranché. Sous ce rapport, le débat n'est pas encore tranché. Mais je pense quand même, excusez-moi professeur, sous ce rapport, je pense qu'il y a un aspect qui mérite d'être relevé. C'est que la Chine commence maintenant à regarder de très près les aspirations des Africains à une vie meilleure, à un exercice donc de liberté qui n'est pas encore réel en Chine, rappelez-vous Tiananmen. Donc tout ceci fait qu'aujourd'hui la Chine avance prudemment en Afrique, mais tient compte maintenant des humeurs de l'opinion africaine. Alors, c'est clair. On va revenir à vous, Dr Khalignan. Est-ce qu'aujourd'hui, la première étape de cette tournée au Sénégal, où il a signé, le président chinois, 10 nouveaux accords avec le président sénégalais, est-ce que Dakar ou la Chine ne veut pas faire de Dakar sa porte d'entrée pour conquérir le marché africain? Il est clair que Dakar a été donné en exemple par le président Xi Jinping en février 2014 en disant qu'il voudrait que les relations entre la Chine et le Sénégal soient prises en exemple sur le continent africain. À partir de ce moment, donc, ça veut dire que Dakar aujourd'hui a pris une dimension considérable, ce qui a fait d'ailleurs que, si nous regardons bien, en septembre 2016, au sommet du G20 à Hangzhou, les deux pays ont décidé de lancer une nouvelle forme de partenariat entre les deux États, c'est-à-dire on passe d'un partenariat amical à un partenariat stratégique global. Ça veut dire le plus haut niveau de partenariat que la Chine accorde à ses États partenaires. Ça veut dire que le Sénégal aujourd'hui, le niveau du Sénégal d'un point de vue diplomatique va crescendo avec la Chine dans ses relations. Donc, à ce niveau, comment ça va se traduire? Ça se traduit sur la base aujourd'hui des MOI qui ont été signés samedi dernier, après la rencontre entre les deux parties, c'est-à-dire la partie sénégalaise et la partie chinoise. Donc il y a eu, à mon avis, 10 mémorandums qui ont été signés dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, dans le secteur industriel, dans le secteur énergétique, dans l'hydraulique, la culture, le sport, l'agriculture, le capital humain, la justice. Donc, à ce niveau, ça veut dire que les relations entre la Chine et le Sénégal vont prendre encore des dimensions beaucoup plus importantes. Et aussi, il faut y inclure la nouveauté. La grande nouveauté, c'est la nouvelle route de la soie. Mais le vrai nom, c'est pas la nouvelle route de la soie, c'est la ceinture, la route. La ceinture, la route, au départ, ça partait de la Chine. Ça longeait un certain nombre de pays de l'Asie du Sud-Est, de l'Europe de l'Est, l'ex-Union soviétique, l'Europe centrale, l'Europe du Sud, des grandes capitales européennes comme Duisbourg, Rotterdam, Madrid et une partie des pays de l'Afrique de l'Est, c'est-à-dire le Kenya, l'Égypte, l'Éthiopie comme ça. Donc c'était en fait ce groupe de pays qui faisait partie de ce schéma-là. Aujourd'hui, la grande nouveauté, c'est que l'Atlantique
dorénavant fait partie de la chaîne tir de la route, ça veut dire qu'il y a un repositionnement géostratégique de Dakar. Dakar va être une plateforme incontournable de cette nouvelle route de la soie. Et cette nouvelle route de la soie, c'est quoi? C'est un ensemble de programmes, d'infrastructures, autoroutiers, de chemins de fer, de ports, de zones économiques spéciales à construire pour permettre à ce que la Chine, qui fait face aujourd'hui à un ralentissement de sa croissance, puisse exporter sa technologie et permet aussi à des entreprises chinoises d'avoir des marchés pour continuer donc à produire. Alors c'est clair, nous sommes presque arrivés au terme de cette émission. Mamadou Ndiaye, on va en reparler. Les relations chinoises avec le continent quand même fait l'objet de beaucoup de critiques. On l'a évoqué tantôt. Est-ce que vous ne pensez pas que les aides ou les prêts accordés, que la Chine accorde à la plupart des pays africains ne peuvent pas constituer un goulot d'étranglement relouté par certains observateurs? Mais c'est le vrai sujet de préoccupation aujourd'hui, parce que l'endettement chinois, c'est-à-dire résulte d'un rapport contractuel avec les États africains. C'est-à-dire c'est l'État chinois et les États africains. Or, ces types de contrats ne sont pas, disons, du domaine public. Et aucun État ne veut mettre sur la table justement ces traités pour qu'au moins les opinions puissent s'en saisir. Donc là, il y a une sorte d'omerta qui permet donc à l'opinion africaine d'être un peu plus suspecte. Ça, c'est un aspect. Mais le deuxième aspect aussi, c'est que le troisième plénum du comité central du Parti communiste chinois avait brossé une feuille de route dans laquelle il disait, il faut réhabiliter donc la Chine au plan économique, au plan industriel et au plan financier. Ça, c'est un aspect. Ensuite, le mandat a été donné donc au président chinois de matérialiser justement cette feuille de route-là à l'échelle internationale. C'est ce qu'il est en train de faire. Mais mieux, la Chine considère qu'il y a un certain nombre de leaderships en Afrique qui peuvent être en tout cas des soutiens aux efforts diplomatiques que la Chine est en train de mener en Afrique. Le président Macky Sall est dans le collimateur donc des Chinois comme étant un leader incontesté dans l'Afrique de l'Ouest. Il en est de même aussi pour Kagame donc, en Afrique centrale. Et probablement des pays comme Djibouti, comme l'Éthiopie, où effectivement les Chinois sont très présents, et également donc, les pays de la Corne de l'Afrique, sont géographiquement parlant très proches donc, de l'Asie. Par conséquent, les Chinois ont une lecture très importante et très articulée et très contemporaine donc, de l'Afrique. Et ils ont réhabilité donc l'Afrique aujourd'hui qui entre dans le commerce international comme étant effectivement un champion des échanges internationaux. C'est clair, Mamadou Ndiaye. C'est la fin donc de cette émission. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de cette émission Talk Afrique qui avait donc sur ce plateau Mamadou Ndiaye, journaliste économique, Dr Ibrahima Khalil Niang, directeur exécutif de l'Institut Afrique-Asie au Sahel, mais également il a été chercheur associé pour Codesria dans le programme Chine-Afrique. Merci donc messieurs d'avoir accepté notre invitation. Grand merci également aux équipes techniques et rédactionnelles. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur notre site internet de Médion TV Afrique. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro.